Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 19, donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle. Et dans le cadre du RPG Week, on va traiter de metagame, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est que faites-vous avec le metagaming? Alors je suppose que ça veut dire que c'est une question qui est en rapport avec le metagaming. Alors le metagaming, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça peut avoir diverses définitions. Et là, on parle d'un support qui est plutôt holistique. Donc ça veut dire... quelles sont les considérations à prendre en tant que méta? Je dirais qu'il y a la méta-interprétation du personnage, on va dire. La méta, en gros, faire une corrélation entre ce que vous voulez raconter avec le personnage et justement ce que vous voulez lui attribuer ou lui faire gagner. Donc en gros, finalement, la conquête de soi-même, la conquête du perso. Et de l'autre côté, vous avez le metagaming, genre l'optimisation, faire le personnage le plus ouf malade, efficace, et qui va vous permettre de poutrer pas mal de choses. Et pour finir, il y a la notion de méta, c'est-à-dire le rapport, on va dire, fictionnel, c'est-à-dire le rapport entre le fictionnel et la réalité. On va commencer justement par celui-là. Le rapport entre le fictionnel et la réalité. Alors mon point de vue là-dessus, c'est que je sais que dans certains jeux, dans certaines tablées, le rapport fictionnel et réel, on va dire que, surtout s'il y a une destination qui est finalement l'amusement et que l'amusement, mais on va dire ultra bourrin, les MJ tolèrent que le savoir du joueur devient le savoir du personnage. Voilà. Pour moi, c'est proscrit. C'est proscrit direct. Quand mes joueurs me balancent justement un truc qui vient, on va dire, de l'ordre des souvenirs de son personnage, je le saurai en fait. Je me dois d'avoir un suivi sur les joueurs pour savoir qu'est-ce qu'ils savent ou pas. Et justement, dans mon premier JDR, il y a on va dire des fondamentaux qui rentrent dans ce sens. Mais pour moi, la différence entre le savoir du joueur et le savoir du personnage est très très important et c'est une frontière qui ne vaut mieux pas mélanger. Surtout vu comment dans ma tablée, le chevauchement entre le réel et le fictif, j'en ai déjà suffisamment parlé, ça peut vite tourner court pour les joueurs parce que finalement, souvent, quand un joueur se projette trop dans un personnage, les problématiques du joueur, même si je ne les connais pas, arrivent sur la table. C'est pas quelque chose d'agréable d'être mis à nu par un jeu, même s'il faut avouer que c'est moi, j'y suis un peu pour quelque chose, pas délibérément, jamais délibérément. Voilà. C'est arrivé une fois, je le referai plus. Et donc du coup, voilà. Ensuite, je vais vous donner un exemple de vraiment pourquoi j'y proscris, parce que c'est le mot proscrit, c'est... Voilà, c'est... Ah, non, j'ai dit. Voilà, ça a un petit côté comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'avais parlé souvent, et ça c'est un truc dont j'ai discuté avec un ami, le fameux Jean, c'est qu'on parlait du rapport de comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant à la table. Puisque je parle souvent de la campagne de l'âge d'or, et en fait, il y a une espèce de nostalgie parfois de cette époque-là qui ressort chez les joueurs. Et en fait, ils essaient de savoir pourquoi c'est comme ça. J'ai proposé à Jean de faire une espèce de rédaction de 3 pages pour essayer de soulever un petit peu 2-3 trucs, ça serait intéressant. Mais en ce qui me concerne, c'est aussi une notion d'investissement. Beaucoup d'investissement. Quand l'investissement n'est plus là et que finalement ce qu'on fait devient, on va dire, du divertissement, moi je n'ai rien contre le divertissement, c'est pour ça que j'ai accepté que des choses changent à la table et dans la tablée, tout en sachant que je voulais apporter mes propres changements aussi. Ce qui s'est passé, c'est que à terme, je me rappelle que j'avais proposé, j'avais expliqué au travers d'une technique, d'une capacité, à des joueurs un principe physique qui s'appelle le principe des couteaux gamma. Principe que vous allez peut-être voir sur Wikipédia, je pense. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent les joueurs qui paradoxalement parlent d'inventivité, qui soit de l'inventivité chez le personnage, me l'ont resservi à toutes les sauces.
Donc je pense que le niveau d'investissement pour eux était élevé. Maintenant c'est au point où ils oublient, ils ne savent pas quoi faire avec leur personnage. Donc du coup, il fait des choses qu'ils ont déjà fait ou il retourne sur des gros principes. Oui, hein, c'est puissant, ça fonctionnait. Nanana. La dernière fois, c'était la campagne présente. Le joueur en question qui m'a re-soulevé ça et qui a soulevé ça quand même pas mal souvent, hein, sans qu'il le remarque. Ben, disons que c'est un joueur déjà qui s'était absenté de la campagne précédente parce qu'il a fait le mort pendant 2 mois. Donc il dit oui, je vais faire un personnage qui a l'air intéressant au niveau de ses capacités. Le premier truc qui vient quand je lui dis il faut que tu fasses un truc, possible des couteaux gamma. Ah moi j'ai dit non. J'ai dit non plus jamais. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. C'est un principe qui existe, il est physique, il n'y a pas de problème. Si ça arrive par hasard ou que quelqu'un l'utilise, il n'y a pas de problème. Mais de la part des joueurs, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Surtout que le savoir des joueurs ne va pas dans ce sens. Donc, on va dire que le méta-rapport fiction-réalité, les univers que je fais jouer, soit l'univers en lui-même amène ce rapport-là, ou, comme le 4e JDR que j'ai en préparation, il chevauche entre le rapport joueur-personnage, mais pas tant au niveau des souvenirs, mais au niveau, on va dire, des fondements de l'âme, des émotions. Ça a l'air un peu perché, mais je pense que j'en parlerai en temps voulu de ce jeu. Voilà. Ensuite, vous avez évidemment la méta-interprétation du personnage. Qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, c'est très important et c'est quelque chose qui, à ma table récente, a été énormément négligé. Voilà, à tel point que j'ai dû faire une vidéo de 40 minutes pour expliquer qu'est-ce qui va en bien ou en mal. Voilà. Et surtout, faut pas oublier un petit détail aussi par rapport à ça. C'est que quand vous avez des joueurs justement qui s'investissent moins, ou qu'ils font des personnages qui, on va dire, arrivent en cours de route, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il y a une différence entre le rapport, entre le fait qu'il va faire quelque chose dans la fiction de la partie, hein, la construction de la partie, et que en fait, progressivement, il peut construire le passé, mais aussi l'avenir du personnage à chaque fois qu'une occasion lui est donnée. Et étant donné que j'ai des joueurs qui sont maintenant un petit peu en automatique, voilà. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, je pense que c'est le pendant le plus mauvais, le pire, je dirais, pour moi en tout cas, c'est la méta-optimisation des personnages. C'est-à-dire, je veux qu'il soit le plus balèze, le plus machin. Alors, le rapport à l'optimisation, en général, je vais en parler. C'est-à-dire, c'est même pas rapport avec le jeu de rôle, mais en général. Mon rapport avec l'optimisation, c'est que l'optimisation, c'est bien, dans le principe, mais dans tout ce qui est ludique, j'ai souvent été confronté à, on va dire, une certaine passivité, agressivité, voire même un certain rejet d'autres personnes vis-à-vis de ça. Je vais vous expliquer. Moi, je jouais à Dofus. Si vous ne connaissez pas le Tactical MMORPG dans Kama Games, allez sur Internet, vous verrez ce que c'est. Eh ben, sachez que ça ne ressemblait pas du tout à ça avant. Et je dirais même que les joueurs, dans leur mentalité, ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils sont maintenant. Ils étaient pires avant. Au début, on disait, ouais, que certaines personnes disaient, ouais, mais en fait, c'est de plus en plus de gamins qui viennent, ils pourrissent le jeu. Et en même temps, vous aviez finalement les pros du tactique, les élitistes. Bon, déjà, vous avez entendu élitiste, vous savez que c'est foutu. Voilà. Et du coup, il y avait cette espèce de rapport dans l'optimisation où, si à un niveau, vous avez monté un élément, vous utilisez des sorts de cet élément, mais que vous n'avez pas les équipements qui est présenté par la méta des personnes de mon cul au sommet de leur siège avec un god Michel sur lequel ils s'assiedent, on ne vous acceptait pas dans les groupes. On ne vous permettait pas de rejoindre le combat. On voyait votre panneau. Soit il laisse un temps de latence pour que vous mettiez votre vrai panneau. Si au bout de quelques secondes, il voyait que la panneau, vous ne l'avez pas modifié, il vous virait, même si ça veut dire que ça se soldait par la mort de son personnage.
voilà un petit peu à ce que j'ai été confronté aussi. J'ai aussi un frère, quand je joue en multijoueur avec lui, la moindre erreur, on va dire que c'était vraiment pas vivable, hein. Je crois qu'il fait partie des gens qui m'ont fait détester l'optimisation aussi. Parce que non seulement ben, ça a beau vouloir créer de l'inventif, vouloir être soi-disant optimisé, mais la plupart du temps, cette personne n'inventait pas l'eau chaude. Ceci est une autre histoire évidemment. Et donc, avec ce rapport avec tout ce qui est optimisation, un de mes jeux préférés, c'est les action RPG, notamment les hack and slash en font partie. Voilà. Et en prenant en compte tous ces jeux, c'est des jeux qui eux-mêmes, justement, quand on veut taper fort ou bien vous aimez l'illusion de mettre des tas de dégâts, donc vous voyez les chiffres s'afficher et apparaître en colonne. Personnellement, je déteste ça dans les hack and slash, hein. Voilà, d'habitude, quand il y a une pluie de dégâts, je vire le compteur de dommages, sauf si c'est des coups critiques. Fin de l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon rapport à la méta et l'optimisation a progressivement changé. Déjà, par exemple, pour le cas de Dofus, même si c'était minime, j'ai quand même j'ai quand même fait une petite histoire à quelqu'un où j'ai un petit peu raconté ce qui s'est passé et surtout par rapport au fait que j'avais un équipement, j'avais trouvé une proposition d'équipement à mon niveau qui me permettait en plus d'avoir plus de sagesse, donc plus de bonus d'XP et voilà. Et du coup, ce truc-là ne faisait pas partie de la liste. Mais en fait, ce que j'essaie de faire comprendre par rapport à cette histoire, par rapport à Dofus, c'est que des gens qui ont les fameux gars sur le trône, God Michel, mon cul, ben évidemment, ces gens-là, ils ont réfléchi, ils ont fait des calculs, ils ont échoué, ils ont réussi des trucs. Finalement, peu de place était laissée à la liberté de penser dans l'évolution des trucs. Ce qui fait que, du coup, quand quelqu'un proposait quelque chose de nouveau, c'était difficile de faire comprendre que ça fonctionnait, ou même quand ça fonctionnait, il y avait une différence d'acceptation. Le temps s'est bonifié, puisque le jeu s'est bonifié, on va dire, il y a des choses qui sont devenues pourries et des choses sont devenues mieux, mais bon, c'est variable, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée des joueurs beaucoup trop jeunes et qui étaient parfois agaçants, ces gens-là se sont assagis et ils ont eu plus de pédagogie que nous la génération. Quand je dis nous, je me prends quand même dans la génération d'avant. Donc du coup, le jeu est beaucoup plus vivable de nos jours. Voilà. Donc il y avait un petit problème de démarche. Une fois que vous avez pris en compte tout ça, vous avez pris en compte que j'aime le hack and slash tout comme ça, je pense que mon rapport à l'optimisation, il n'est pas biaisé, c'est juste que je suis quelqu'un qui aime aller dans les sentiers sombres. Là, en préférence, je ne vais pas nécessairement là où les gens vont. Je préfère marcher dans l'obscurité la plus totale pour pouvoir finalement tracer mon propre chemin. Quitte à ce que je me foire, que je revienne en arrière et que je recommence. Voilà. Donc marcher sur les sentiers de quelqu'un, très peu pour moi. Donc je pense que tout ce que je suis en train de vous raconter là a pesé dans la construction des jeux que j'ai fait jouer. Le premier jeu, donc qui est Soulsrun, c'est un jeu qui ne prend pas où l'optimisation, on peut faire de l'optimisation, mais vu que la base dans le jeu, c'est que vous n'avez pas de classe ni d'archétype, c'est des races, vous avez des sélections de choses que vous pouvez apprendre, mais évidemment la base de la race va révéler très très vite des possibilités, des limites, des interdictions même sur certains aspects, ou des choses sur lesquelles vous serez énormément avantagé. Voilà. Et des choses évidemment neutres. Donc voilà, la bonne fourchette des familles. Une fois que ça c'est fait, il faut savoir que dans ce jeu, il y a forcément sur les voies que vous avez choisies, plus de 2 solutions comme moyen de vous contrer. Parce que j'ai fait un univers qui est assez vaste, qui traite pas mal de sujets, qui a plusieurs ambiances, qui a plusieurs choses qui se chevauchent, sans se contredire, et qui, étant donné, ils se chevauchent sans se contredire parce qu'ils ont leur propre code aussi. Donc en faisant le compte de tout ça,
ça m'a permis, ça m'a permis de voir, de constater que la méta n'avait pas trop de place là-dedans. D'ailleurs, pour preuve, hein, quelqu'un qui aurait envie de progresser vite dans ce jeu ou de survivre, il se dirait le mieux c'est d'avoir des bonus d'armure et tout, et qu'il est tout le temps en équipement sophistiqué, tout ça. Et c'est arrivé que la majorité de mes personnages, ils se préoccupaient très très peu de l'armure et ils préfèrent plutôt s'habiller comme qu'ils le voulaient, ou au pire, s'ils avaient une évolution dans le vestimentaire, si l'évolution fait qu'il a moins d'armure mais d'autres avantages, ou à l'inverse qu'il a plus d'armure et moins d'avantages, il n'en avait rien à foutre. Pour moi, ce qui faisait foi dans mes personnages, et ce qui fait toujours foi dans mes personnages, c'est que ce que j'ai envie de raconter avec eux. Ça et rien d'autre. Ce que j'ai envie de raconter, leur histoire, finalement le futur que j'ai envie d'entrevoir avec eux. Et pour construire finalement ce futur, il faut être confronté aux adversités adéquates ou même parfois se taper la tête contre les murs pendant un moment. Donc voilà, c'est ça ma motivation, en tout cas pour créer mes personnages. Dans mon deuxième JDR, donc c'est un petit côté un petit peu Pokémon, parce qu'il y a une notion de type pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Donc du coup, oui, il y a de la méta, mais cette méta à proprement parler, elle est assez, vu que les types, entre guillemets, sont assez conceptuels et que les actions en eux-mêmes le sont tout autant, en plus des passifs et tout, et des prédispositions de départ, ça fait que ce jeu-là, il y a une forte notion de méta et d'optimisation. Mais le truc, c'est que finalement, ce qui fait briller les personnages de cet univers-là, surtout les personnages joueurs, c'est pas quand ils sont en conflit, parce que ce jeu-là, en fait, c'est que tout est prétexte à conflit et à bagarre, en gros. C'est vraiment un truc qui est assumé. Mais que ce qui va faire ressortir le meilleur du personnage, c'est comment il se comporte et comment il vit en dehors des conflits. Des conflits directs, j'entends, la bastos. Donc je suis content d'avoir finalement fait faire une espèce de contraste entre ces deux aspects. Le troisième jeu, alors là, on va dire qu'il y a des prédispositions de départ et l'optimisation, on s'en fout. Parce que normalement, dans la plupart des jeux de rôle, le truc c'est d'être le fameux héros, enfin patati patata, le personnage de sa propre histoire. Là, c'est le cas dans le troisième JD en préparation. Sauf que rien ne dit que vous êtes obligé d'être un aventurier. Vous pouvez être fermier, un politicien, un forgeron, un vagabond, un nomade. Vous pouvez être des tas de trucs. Donc finalement, il n'y a pas de méta, c'est la vie que vous avez décidé de porter finalement et comment vous allez évoluer en fonction de ça. Surtout que j'ai fait un système de résolution assez bon pour ça, qui fait que même les personnes qui, par exemple, n'apprécient pas les dés à cause de leur vecteur de hasard, j'ai réussi à le contrer. Le truc c'est que bon, chaque jeu a son identité, donc je n'allais pas greffer ce système sur tous les jeux que j'ai. Le quatrième JDR, qui a un fort lien avec Senseiya, j'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos de cela, il y a très longtemps, ça fait déjà quelques mois déjà. Il n'y a pas de méta non plus. On va dire que il y a une notion, la notion du destin est importante, très très important. Et de toutes les façons, c'est ce que je suis en train d'écrire là pour la toute première partie en campagne. Et ce qui se passe, c'est que en gros, vous avez une espèce de destin tracé par votre personnalité, votre constellation et tout. Mais en fait, il y a un rapport entre le joueur et son personnage. Et finalement, les bases qui ont été apportées par le joueur, le personnage va vivre sur ça, va construire une histoire sur ça. L'histoire même d'une partie peut aller et peut s'initier par ça. Et en même temps que le personnage résout les conflits qu'il a devant lui et les adversités, la façon dont il les résout pousse le joueur à se questionner sur les problématiques qu'il pourrait avoir au moment où il a commencé la campagne. Perché, très perché, et je suis assez content d'avoir fait des tests concluants en solo. J'attends de voir ce que ça donne quand il y a au moins 2, 3 ou 4 joueurs. C'est ce que je vais tester dans peu de temps. Et voilà.
Voilà mon rapport finalement à la méta. Si je devais faire une conclusion, c'est que le rapport à la méta dépend fortement du vécu d'une personne. Je pense que c'est assez évident. Si vous avez envie de faire un paladin avec comment dire ça, un paladin qui auparavant était un roublard, et donc il a des niveaux de roublard et des niveaux de paladin, bah, faites-le si vous sentez que c'est intéressant. Si vous êtes le genre de personnage qui par exemple est un mage, ben, au lieu de vous munir d'une épée courte, vous préférez un bâton pour pouvoir vous battre, et que la plupart du temps vous utilisez plus le bâton pour économiser vos sorts que vous ne lanciez des sorts, même si ça peut agacer vos adversaires, faites-le. Finalement, le JDR, ça a une forme de liberté beaucoup plus élevée que dans la plupart des activités ludiques. Je pense que le système de résolution aussi est là en quelque part pour répondre à des situations, pour répondre à des résolutions d'action ou des non-résolutions. Mais le truc, c'est que les enjeux proposés par un JDR ne sont pas, on va dire, ne sont pas binaires. Si quelqu'un a envie de travailler là en profondeur un univers, la façon de gérer un conflit, ben, les façons qu'il a voulu porter pour gérer un conflit, le créateur du jeu, ça veut dire qu'il y a peut-être le double ou le triple de possibilités pour finalement les résoudre, les appliquer, les contourner en utilisant le pouvoir des dés, le pouvoir des règles ou le pouvoir de la fiche perso. C'est plutôt ça, je pense que c'est ça ma conclusion là-dessus. Meilleure conclusion parmi mes essais pour parler du méta. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre pouce en l'air évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Et en commentaire, c'est vrai que il faut prendre en compte aussi un truc, c'est que mon expérience dans d'autres tables est très limitée. Je me base beaucoup sur des témoignages que j'ai entendus, des choses qui sont assez poignantes certes, mais si vous avez des réponses, des rendus, des comptes rendus à donner par exemple sur des parties ou sur une place dans la méta dans certains jeux, ben, je serais curieux de l'entendre. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un RPG Week. Salut à tous.